Autrefois, Séville faisait rêver l'Europe. Avec ses 7 Europa League sur les 20 dernières éditions, ils ont fait de cette compétition leur compétition. Mais la réalité d'aujourd'hui est une 17e place à 1 point de la relégation. C'est un chaos institutionnel. Mais là où certains voient un naufrage, d'autres y verront une comédie en train de se réécrire. Voici comment le FC Séville peut redevenir Figaro, le barbier de Séville. Bon, alors entre l'écriture, le montage et la mise en ligne de la vidéo, certaines choses ont pu bouger dans le monde réel. J'espère que ça n'impactera pas trop du coup mes choix, la vidéo de manière générale. Et pour ça, du coup, on s'attaque au projet pour commencer. Et pour le projet, on va pas résumer ce qui s'est passé dans l'introduction. Séville est un club en train de sombrer et pour ça, il faut lancer un nouveau projet, un nouveau cycle. Le voici. Alors après cette saison sur le fil, la 17e place, il paraît compliqué d'envisager un top 5, donc on va être un peu moins gourmand et envisager une place en Conference League au minima, sachant que la Liga a potentiellement une 8e place qualificative pour cette compétition, donc entre la 7 et 8e place, c'est l'objectif à venir pour la saison prochaine, pour envisager ensuite un avenir un peu plus rose. Je veux remettre en place un Séville courageux, rapide et agressif en transition, soit l'ADN historique du club, on veut retrouver ça. Et le 3e point qui déterminera notre projet, c'est assainir les finances. Réussir à faire des comptes quelque chose d'un peu plus sain. On sait que le foot peut traverser des périodes un peu plus difficiles. Donc voilà, c'est pour la pérennité du club que l'on va travailler aussi. Parlons budget désormais. On doit vendre obligatoirement, quoi qu'il arrive, entre 15 et 20 millions. Déjà, pour enregistrer les arrivées récentes que sont Ruben Vargas, Alfonso González et Akor Adams. Les trois là, donc il y en a qui sont arrivés cet hiver, d'autres cet été, mais il faut déjà combler ce petit déficit là et on espère en interne vendre pour 100 millions, donc ça paraît compliqué quand même. 100 millions, ça paraît un petit peu gourmand, mais par contre si c'est l'objectif de la direction, on va suivre ça, on se calque à la réalité. Ça voudra dire vendre ses meilleures valeurs marchandes, donc potentiellement par définition presque les meilleurs joueurs de l'équipe. Le but du jeu à travers ça serait d'alléger la masse salariale qui est donc bien supérieure à ce qu'elle devrait être. D'après le règlement, en dessous de 684 000 €, elle est actuellement, d'après Capology, à 980 000 €. Donc ça peut engendrer des sanctions, notamment financières, du plus sur du plus, du moins sur du moins. Donc on va essayer d'éviter ça un maximum. Pour ça, priorité aux joueurs prêtés, libres ou très peu chers. Ça sera un mercato plutôt low cost. Et pendant notre vidéo, on fera de temps en temps un petit récap sur les comptes, mais ne vous en faites pas, c'est à la fin qu'on fera le compte général où je vous informerai d'où est-ce qu'on en est. Passons du coup au plus gros chantier, l'effectif, en commençant par la tête du projet, à savoir le coach. Il faut savoir qu'il y a eu 8 coachs en 3 ans au FC Séville, donc on cherche désespérément ce barbier de Séville, ça commence à faire long. Mathias Almeida, l'entraîneur argentin, vient d'arriver au club durant l'été là. Donc c'est peut-être lui notre sauveur, c'est un ancien joueur de la maison, il a cet ADN, il connaît le club et ce qu'il en retourne, alors c'est peut-être bien pour l'identité et faire ancrer un petit peu aux joueurs cet état d'esprit tant recherché. C'est cette fameuse philosophie andalouse qu'il prône, agressivité, pressing intense et jeu transitionnel. Ce n'est pas un dogmatique d'un système de jeu particulier, donc ça peut varier selon son effectif entre 4-4-2, 4-4-2 losange, 4-3-3 sous plusieurs formes. Donc au vu de l'effectif présent, on va partir sur un 4-4-2 plutôt standard, sachant que ça ne veut pas dire grand chose. En 2025, d'aligner un 4-4-2, tous les systèmes sont variables et possiblement interchangeables. Donc voilà, ça sera la compo papier, ça ne veut pas dire grand chose. Important de signaler pour nos extra-communautaires que c'est 5 maximum extra-communautaires inscrits pour le championnat et 3 maximum par feuille de match. Alors actuellement, pour faire le point en l'état, on en a déjà 4 sur 5 pour l'inscription Liga, mais du coup ça veut dire qu'il y en aurait un qui sauterait à chaque rencontre.
Là on a Marchao, le Brésilien, Iheanacho, Akor Adams et Ejuke, les 3 Nigérians. Il faut aussi, mais ça posera je pense moins problème, 4 club trained players. Ce sont des joueurs qui ont passé au moins 3 saisons au club entre leurs 15 et 20 ans, ainsi que 4 autres association trained players. Ce sont pour le coup les joueurs qui ont évolué dans le championnat espagnol entre leurs 15 et 21 ans. Ces deux-là sont cumulables, c'est 4 et 4. Donc en gros, pour résumer, il nous faut au minimum 8 joueurs qui sont locaux. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. On s'attaque désormais à l'effectif pur, en commençant par les gardiens. Ørjan Nyland, c'est le numéro 1 attitré, le gardien norvégien. Alors il est en fin de contrat l'été prochain, mais je le garde jusqu'au bout, parce que c'est l'un des plus petits salaires du club, et franchement c'est pas un mauvais numéro 1. Alvaro Fernandez, c'est notre numéro 2, il est aussi en fin de contrat l'été prochain, mais on le prolonge, parce que dans tous les cas, soit on le vend mieux la saison prochaine, soit il prend le poste de numéro 1, on est tout gagnant dans les grandes lignes. Et Alberto Flores en numéro 3, on a le temps de le voir venir. Pour les gardiens, rien ne change, on garde tel quel, ça ne pose pas problème. A contrario de cette défense, où là pour le coup, ça va bouger, parce qu'on a ici, vous le voyez, une moyenne établie. C'est en défense qu'on a les joueurs les plus jeunes et les plus chers à la fois. Or nous, on veut des sous et de l'expérience. Donc voilà, ça va un petit peu faire le tri. À droite, on a Juanlu Sanchez et Carmona. Alors là, on a 2 très bons latéraux droits, mais à commencer par Sanchez qui sort d'un Euro espoir avec l'Espagne tout à fait convenable. Il a pu plutôt se montrer ses bonnes qualités, et le Napoli voudrait de lui et on proposerait 14 millions. Alors autant vous dire qu'à ce prix-là, je l'emmène carrément à l'aéroport avec moi s'il le faut, parce qu'il complète déjà les 15 millions de ventes demandées pour les 3 arrivées entre cet hiver et cet été. Donc on l'emmène en trottinette même, d'autant plus que son remplaçant Carmona est loin d'être plus mauvais, et je dirais même que j'ai une préférence pour lui bien qu'il n'ait pas disputé l'Euro. Il y a une petite concurrence au poste en club et en sélection chez les espoirs. C'est même davantage lui qui occupait le poste la saison dernière. Sanchez pouvait jouer un cran plus haut par exemple, donc on laisse Carmona au poste en tant que titulaire. Ça a été le meilleur intercepteur du championnat la saison qui vient de se passer, et le deuxième du Big Five. Donc voilà, ça peut bien coller à Mathias Almeida, le nouveau coach. Par contre, il lui faut une doublure. Alors pour ça, j'avais initialement pensé à Johnny Otto, qui était au PAOK Salonique, que vous connaissez peut-être de l'époque des Wolves. Il était libre, il avait cette expérience. Donc entre expérience et opportunité de marché, ça aurait pu être parfait, mais c'est Alaves qui vient de l'enrôler, ils ont été beaucoup plus vifs. Du coup, on se rabat sur Gélé Bataille, un Belge de 26 ans qui était au club d'Antwerp. Opportunité de marché également, hein. C'est pas un joueur forcément que j'ai ciblé initialement, mais il est libre. Alors on en profite parce que c'est pas un mauvais joueur. Je pense qu'il a le potentiel pour largement pousser et concurrencer Carmona. Les deux vont se porter, c'est une bonne chose. Chez les latéraux gauche, je suis pas très content à ce niveau-là. Je vais très vite y venir. Dans un premier temps, on a Pedrosa au poste de titulaire, qui fait un petit peu débat. Certains l'adorent, d'autres ne l'aiment pas du tout. L'opinion est très divisée. Alors je pense qu'avec un contexte un peu plus favorable, ça peut être pas trop mal. Alors c'est pas comme si Séville jouait une Coupe d'Europe cette saison. On peut le laisser au poste, lui laisser une saison, une chance de se montrer encore une fois. Et à l'issue de celle-ci, on prendra une décision. Rien de pressant, on le vend, on le garde, on verra. Mais c'est là où je suis moins content, c'est qu'on a été chercher Brian Olivan, latéral gauche de 31 ans de l'Espagnol Barcelone. Donc il jouait à l'époque déjà avec Pedrosa. Ils étaient déjà tous les deux les défenseurs gauche de l'Espagnol Barcelone. Il se retrouve donc à Séville. Alors c'est pas dramatique parce qu'il a été amené librement, il était en fin de contrat, donc pas grave, il n'a pas un énorme salaire non plus. Il remplit cette case du joueur expérimenté que je recherchais, 31 ans on a dit, mais le souci c'est pas tant ça, c'est plutôt que c'est un joueur inconstant, souvent blessé, qui n'est pas toujours au niveau, donc ça me pose question quelque part, est-ce qu'il va vraiment pouvoir apporter en tant que doublure et titulaire en cas de besoin? C'est mon interrogation. Mais tant pis, le choix est fait de la part du club, on respecte. Je me dis, si jamais que Salas, le défenseur central, on va y venir, ainsi que Gélé Bataille peuvent dépanner à ce poste-là. En défense centrale, il y a un assez gros chantier, hein. On les cite pour commencer. Loïc Badé, Tanguy Nianzou, Marchao, Quique Salas.
Ramon Martinez et Fede Gattoni. Alors on a là un petit tri à faire aussi, hein. On commence avec le joueur de notre miniature Loïc Badé. Dans un monde idéal, on le conserve et on bâtit même notre projet autour de lui. Seulement la réalité est différente, Séville n'a pas les moyens de le garder et une offre de 30 millions vers Aston Villa serait à l'étude. À ce moment-là, je pense qu'on n'a pas bien le choix. Malheureusement, on ne peut pas le conserver. Il permet une petite indemnité au club, c'est sympathique quand même. Tanguy Nianzou, alors lui c'est vraiment pas de chance, 7 blessures sur les 3 dernières saisons. Alors le sort s'acharne sur lui et on pourrait être patient si son salaire n'était pas par exemple équivalent à celui de Loïc Badé, seulement c'est le cas. Donc difficile d'avoir beaucoup de patience avec lui, le pauvre. Donc on doit le vendre, mais le problème c'est qu'actuellement, à cause de ses blessures notamment, il ne vaut plus que 1,5 million d'euros. Et là la bascule financière est plutôt négative. Donc en fait on est plutôt condamné à le garder parce que personne ne voudra acheter un joueur avec un si gros salaire, avec si peu de potentialité de réussite. Alors on est condamné à le garder en espérant le retaper. On le met en tant que 5e défenseur central en attendant la remise sur pied et une potentielle bonne surprise. Marchao, par contre, lui, je vous le dis, on le vend tout de suite, il a 29 ans, c'est le 2e plus gros salaire du club et il est loin d'être exempt de tout reproche. Alors apparemment Grêmio le voudrait, estimé à 2 millions d'euros. On l'emmène également à l'aéroport, merci quand même pour ce que tu as pu faire, mais c'était trop insuffisant pour l'avenir. Alors maintenant qu'on a évincé Badé et Marchao, on n'a plus de défense centrale titulaire. Alors on va citer quand même les 3 restants qui sont donc Quique Salas, 23 ans, c'est un espoir espagnol. Il aurait dû disputer cet Euro avec l'Espagne, mais il a eu quelques soucis liés au paris sportif qui potentiellement l'éloignerait des terrains. Alors d'après moi, c'est un défenseur central gaucher avec beaucoup d'avenir, mais il aurait cette place de titulaire hein, sans souci, mais on ne peut pas baser son avenir sur un mec dont on attend le jugement. C'est-à-dire qu'à tout moment, il pourrait quitter le monde du foot, comme un peu ce qui se passe avec Paqueta. Le jugement est long, mais suffit qu'il tombe, il serait potentiellement immédiat. Donc on ne peut pas le mettre en titulaire sûr. On ira chercher un joueur au-dessus de lui. Ramon Martinez, lui, a fait quelques apparitions en fin de saison. 4e défenseur central, derrière notre défenseur central droit qu'on ira chercher. Voilà, il fera partie de la rotation, on essaiera de l'intégrer au fur et à mesure. Et Fede Gattoni, c'est donc un Argentin de 26 ans, prêté à River Plate. Il va y rester pour y terminer son prêt jusqu'au 31 décembre 2025 et pour être acheté dans la foulée par le club argentin. River prend actuellement la totalité du salaire, donc ça pose pas problème. Donc là on a nos remplaçants pour cette charnière, il nous faut donc 2 titulaires. Pour ça on va essayer de trouver une paire complémentaire, pas trop chère, qui pourrait s'adapter au coach, en commençant donc par Kevin McAllister, le frère de vous savez qui, Alexis McAllister de Liverpool. Il a 27 ans, c'est un Argentin donc il est extra communautaire, mais étant donné que Marchao s'en va, il prend sa place, ça va pas poser problème. Il est champion de Belgique avec l'Union Saint-Gilloise, il est l'un des joueurs importants de ce rouage. Il peut jouer à tous les postes derrière, c'est ça qui est super intéressant, c'est un petit gabarit, 1m75. Beaucoup n'aiment pas ce genre de profil, hein, mais on va trouver un joueur complémentaire avec lui, il ne faut pas s'inquiéter. Il peut jouer dans une défense à 3, mais aussi dans une charnière à 2, hein, c'est quelque chose qu'il connaît pas trop mal. Un joueur très agressif qui colle parfaitement au coach, qui est donc de la même nationalité, donc c'est la recrue parfaite. C'est le 2e joueur avec le plus de tacles réussis hors Big Five cette saison également. Il vaudrait, d'après Transfer Market, 7,5 millions. Ça devrait être notre recrue la plus chère, je crois, de tête. Donc on se jette dessus. C'est notre petit roquet. Et maintenant qu'on a notre petit roquet, il nous faut ce grand chat pour faire la complémentarité. Et je me suis tourné sur un joueur qui connaît le championnat, qui est plutôt à relancer, qui veut du temps de jeu. C'est John Pacheco, le défenseur central de la Real Sociedad. Il était considéré comme un espoir à ses débuts, mais ça fait maintenant de ça bien peut-être 3 ans. Il commence un petit peu à s'essouffler, en panne de temps de jeu, mais je pense qu'en fait le potentiel est toujours là. Il a peut-être juste besoin d'un nouvel horizon, d'un nouvel air. Je pense que ça lui ferait le plus grand bien et tout le monde serait gagnant.
Si je dis ça, c'est également parce que la Sociedad serait OK pour le vendre, c'est les infos qui circulent, donc on pourrait tabler sur une répartition salariale 70-30 potentiellement, donc ça peut être quelque chose d'assez positif. Valence serait déjà sur le dossier, mais bon, quand tu t'appelles Séville, tu te dois d'aller les dépasser sur le dossier. Il coche plutôt nos cases, hein. Il est gaucher, il a plutôt une bonne qualité de relance, il est moins agressif que McAllister, plus dans la finesse. 1m84, c'est pas immense, mais ça reste quand même convenable. Si jamais le pari échoue, on a toujours Salas derrière qui est, je pense, largement au niveau. On a notamment Goudelj au milieu de terrain qui, on en parlera, mais peut dépanner aussi. Donc on part bien sur un prêt avec option d'achat si jamais réussite il y a. Alors l'âge des joueurs partis qu'on a vendus ou libérés était en moyenne de 25 ans. Ceux qu'on a récupérés sont en moyenne de 27 ans. Donc on a un petit peu étoffé cette moyenne d'âge qui manquait d'expérience. Et on a vendu pour 46 millions et acheté pour 7,5 millions. Au milieu de terrain également, on joue avec deux milieux de terrain, on l'a dit. Lucien Gomé, Nemanja Goudelj, Albert Sambi-Lokonga, Djibril Sow, Saul Niguez, Manu Bueno, Stanis Idumbo et Johan Jordan. Ça fait une petite pelletée de monde pour deux postes et deux remplaçants, donc on va dire grosso modo 4 joueurs. Lucien Gomé, c'est la même chose que Loïc Badet, un petit peu moins fort quand même, c'est-à-dire que j'aurais pas bâti mon projet autour de lui, mais c'est un joueur quand même qui fait de l'œil à beaucoup de clubs, donc c'est pareil, encore une fois, il faut profiter de cette cote pour le vendre. 20 millions, ce serait un petit peu ce qu'on attendrait de lui, donc on le laisse partir et on reconstruit quelque chose de plus neuf. Également, on libère une masse salariale assez importante. Nemanja Goudelj, 33 ans, alors c'est l'un des plus gros salaires du club, mais j'ai pas le sentiment qu'il faille le faire partir. Il faut peut-être pas non plus tout bouleverser, et dans une période de transition, peut-être que lui peut aider cette période transitionnelle parce que c'est un cadre du vestiaire qui peut occuper plusieurs postes, on l'a dit, notamment défenseur central. C'est un joueur avec un profil qu'on n'a pas, un milieu très défensif, très dur sur l'homme, très agressif, il va emmener quelque chose que le coach devrait apprécier. Albert Sambi-Lokonga, c'est pas mal, hein, mais son option d'achat émanant d'Arsenal est de 12 millions d'euros. Et actuellement, Séville ne peut pas se permettre d'acheter un joueur à ce prix-là. J'ai entendu en plus de ça qu'il voulait rester, donc ça fait mal au cœur quand un joueur aime là où il se situe, mais il faut le faire partir. Djibril Sow peut être un bon joueur. Avant son petit passage à vide, c'est vraiment un joueur sur qui on peut compter. Je crois qu'on peut vraiment le retaper. On le garde absolument. Il a beaucoup de qualités à faire valoir. Saul Niguez, fin du prêt, il retourne à l'Atlético et libère lui aussi une masse salariale énorme malgré la division du prêt. Manu Bueno, 20 ans, il a fait 9 apparitions cette saison, donc il fera partie de la rotation. On le garde sans aucun problème, on essaye de lui donner un petit peu de temps de jeu, pardon. Et son contrat s'achève l'été 2026, à ce moment-là on aura davantage idée de quoi faire de lui, le prolonger probablement. Stanis Idumbo, c'est un jeune milieu de 19 ans, mais peut-être plus offensif. Dans un système en 4-4-2, c'est peut-être pas exactement ce qu'on recherche. Alors on le prête, en espérant peut-être une éclosion. Et pour finir, Johan Jordan, 30 ans, un joueur qui connaît pas mal le club, hein, très décrié à Séville ces 2 dernières saisons. Alors il était en prêt à Alaves, et je crois que ça lui a plutôt souri. Il a retrouvé la flamme, il l'a ravivé en tout cas, et son retour à Séville divise pas mal. Certains croient du coup en un retour sur la plus haute marche, d'autres ont été trop déçus par le passé. Alors moi dans ce contexte là, j'aurais plutôt tendance à le conserver pour lui sortir la meilleure version de lui-même, apporter cette expérience à la jeunesse, et ça nous fait donc 4 joueurs, Goudelj, Johan Jordan, Manu Bueno ainsi que Djibril Sow. Je pense que c'est un milieu compétitif, c'est pas ce qui m'inquiète. Ces joueurs-là, avec la confiance du coach et un système qui leur va bien, je suis pas inquiet sur le niveau de jeu. Par contre, j'irai bien chercher un supplément dans le cas où tu veux jouer à 3 milieux de terrain. N'avoir que 4 milieux, ça paraît un peu léger. Donc on va chercher un joueur qui accepterait un rôle de remplaçant, avec un profil qu'on n'a pas, c'est-à-dire un milieu plutôt créatif, parce que Djibril Sow et Goudelj ne sont pas ces joueurs créatifs mais plutôt travailleurs.
Manu Bueno, lui, a peut-être un peu plus ce profil, mais on a trop peu de certitude. Donc pour ça, j'ai fait appel à une connaissance sur X, sur Twitter, Santerist. N'hésitez pas à aller le suivre, spécialiste de foot finlandais. Il connaît un petit peu son sujet, hein, il maîtrise. Donc j'ai demandé conseil sur un joueur en particulier, il m'a totalement vanté ses louanges, c'est Kan Kerinen, un milieu de terrain donc, qui a un petit peu maintenant d'expérience, il a 26 ans, et lui le décrit comme un petit Pirlo. Donc je reprends ces termes, c'est exactement ce dont on a besoin pour animer un petit peu cet entrejeu. Donc il va arriver pour pousser les titulaires, je pense que clairement il pourra se faire une place, se faire un trou. 5,5 millions d'euros, c'est pas rien. Mettre autant, entre guillemets, sur un joueur qui n'arrive pas dans la peau d'un titulaire dans cette difficulté financière, c'est peut-être pas une bonne idée, mais moi je pense que si, tant je crois en ce joueur et à ce qu'il pourrait apporter en termes déjà de profondeur d'effectif et qualité qu'on ne connaît pas encore dans cette équipe. Sur les ailes, désormais, Souzo est parti libre dans son club d'enfance, Cadiz. Donc il libère un bon salaire, c'est pas plus mal, hein, il commence à se faire vieux en plus de ça. Adnan Januzaj, alors d'après les dernières rumeurs, Almeida, le coach, serait plutôt satisfait et agréablement surpris de lui à l'entraînement. Je serais peut-être pas très original en disant que je vais pas en attendre grand chose. Son prêt qui vient de se terminer à Las Palmas, c'était pas fameux. Son contrat expire l'année prochaine, l'été prochain, et c'est l'un des plus gros salaires du club. Il est estimé qu'à 1,1 million d'euros, mais comme pour Tanguy Nianzou, je ne crois pas au fait qu'un club aille le chercher à ce salaire. Donc la meilleure option serait potentiellement de le prêter, histoire de se libérer de la masse salariale. Las Palmas prenait 100% de son salaire en charge. On cherche un club qui en ferait de même. Notre titulaire restera titulaire, c'est Dodi Lukebakio, joueur belge de 27 ans. Alors les Belges pourront peut-être lui en vouloir parce qu'en sélection c'est pas le même rendement. C'est un joueur à deux visages, mais nous ça nous convient parce qu'avec Séville il a le visage qu'on espère, qu'on attend. Donc on conserve, il pourra faire du bien. Par contre on va lui chercher une doublure qui pourra le pousser dans ses retranchements. Une recrue dont j'en attends beaucoup, Andrés Martin, peut-être méconnu d'un premier abord. Si je vous dis que c'est le meilleur contributeur de la Liga 2 la saison qui vient de s'écouler, 17 buts et 18 passes décisives. Il était donc avec Santander, club qui ne monte pas. Donc il faut absolument sauver ce soldat et l'emmener en première division. Il nous coûte 4 millions d'euros. Encore une fois, pour un remplaçant, mettre les sous sur les billes sur les remplaçants, ça paraît pas être la bonne option d'un premier abord. Mais en fait, on est en train de construire l'après. C'est des sous qu'on n'aura pas à mettre plus tard. C'est un joueur qu'il nous faut. Il peut jouer sur les deux côtés, ça va avoir son importance. En plus de ça, il est gaucher comme Dodi Lukebakio, donc on peut retrouver une certaine mémoire tactique qui pourrait être transplantée au joueur. Et comme il joue également à gauche, on pourra l'installer parce qu'on n'a pas d'ailier gaucher. Donc voilà, ça pourra faire un petit peu plus de variété. Restons sur cette aile gauche. Rubén Vargas est arrivé donc l'hiver dernier. C'est un joueur en qui je crois, il est assez travailleur, une bonne mentalité. Les blessures l'ont pas trop épargné, donc on ne sait pas comment il va revenir. Il est encore blessé actuellement, il me semble. Mais par contre, j'ai pas de doute sur ses qualités à lui intrinsèques. Donc on le met dans les meilleures dispositions. On en fait un titulaire. Derrière lui, Ejouké, le Nigérian. Pour le coup, j'y crois moins. Hein. Ça a été moins bon. Il s'est blessé également, mais je le crois moins bon que Rubén Vargas, donc on peut pas avoir deux joueurs fragiles au même poste. Donc le club envisagerait déjà de le vendre, de s'en séparer. Pas mauvaise nouvelle puisque ça libère une place d'extra-communautaire. Et en plus de ça, le message lancé par le club a l'air assez clair puisqu'ils ont déjà acheté, arrivé tout fraîchement, Alfonso González de son prénom complet, 26 ans, il vient du Celta Vigo. Alors il peut jouer des deux côtés également, hein. Il avait envie de rejoindre le club et il coûte moins cher, donc tout le monde est content. On le met en tant que doublure pour essayer d'aller pousser un petit peu Rubén Vargas. Et l'attaque, du coup on joue à deux buteurs potentiellement. Il y a beaucoup de monde, hein. Akor Adams, Kelechi Iheanacho, Romero Isaac, Peke, Rafa Mir. Donc c'est pareil, encore une fois il nous faut faire un petit peu de tri. Akor Adams vient d'arriver, donc c'est pas la recrue que j'aurais faite.
mais il est là. Donc on va composer avec. Je lui mets quand même une place de remplaçant parce que j'espère aller chercher un titulaire, je vous le dis tout de suite. Après, je suis peut-être trop critique envers lui, notamment à cause de ces derniers mois à Montpellier qui ont été vraiment mauvais. Mais faut pas oublier ses premiers qui ont été plutôt bons. Ça a été une bonne découverte en Ligue 1 au départ. Iheanacho, on libère une place d'extra-communautaire en l'envoyant en prêt parce que plusieurs clubs le voudraient en prêt, donc on en profite. Pareil, ça libère un petit peu de masse salariale en partageant, en divisant le salaire. Romero Isaac, alors 25 ans, on le connaît notamment parce que sa première saison a été vraiment très bonne. Un super duo avec Youssef En-Nesyri. La deuxième était peut-être un peu plus difficile, alors on sent que c'est un joueur qui a besoin d'être bien entouré en attaque. C'est pour ça qu'on va l'installer dans la peau d'un titulaire et essayer de chercher un joueur au profil similaire à Youssef En-Nesyri pour essayer de reconstituer un petit peu ce qui a bien fonctionné par le passé. Péké, lui, c'est 22 ans, un sub, il peut jouer à tous les postes, c'est le remplaçant par excellence, que ce soit devant ou sur les côtés, donc on le conserve pour l'intégrer à la rotation. Ainsi que Rafa Mir, alors lui pour le coup j'ai un peu moins d'affinité, il a été prêté cette saison avec Valence mais ça a été mauvais, j'ai également cru comprendre que c'était un mauvais garçon. Pour faire simple, donc on va pas rentrer dans les détails, sans aucun scrupule on le vend, 1 million d'euros, c'est ce qu'il vaudrait d'après Transfer Market. On l'emmène lui aussi, le troisième joueur qu'on emmène à l'aéroport. Du coup on en arrive à ce fameux buteur à la En-Nesyri, un petit peu pivot mais capable d'être lancé dans la profondeur pour être décisif et bien s'allier à Isaac Romero. Et j'ai trouvé Kevin Carlos qui est notre recrue phare, pas la plus chère mais je pense la plus importante. Et c'est un buteur espagnol de 24 ans, il nous coûterait 4,5 millions d'euros. Il est plutôt rapide, élu meilleur attaquant du championnat suisse avec Bâle par les entraîneurs et les joueurs. Il connaît ce système à 2 attaquants, c'est aussi ce qui a fait pencher la balance. Alors c'est peut-être un petit pari quelque part parce qu'on a peu de certitude à ce niveau-là. Seulement des numéros 9 dans le marché d'aujourd'hui avec des certitudes, ça coûte très cher et Séville ne peut pas se le permettre. Donc si Séville veut un numéro 9, c'est un pari ou rien. J'ai cru comprendre en plus de ça que Villarreal serait déjà sur le dossier en cas de départ de Tierno Barry, preuve de la confiance qu'on peut accorder à ce joueur-là. Il faut les doubler à tout prix. Voilà donc la tête de notre équipe. Je suis plutôt satisfait, hein. Ça fait mal au cœur de voir partir des Badé, des Agoumé. Mais je pense que c'est pas mal remplacé. Agoumé n'a pas été vraiment remplacé numériquement, mais avec un autre dispositif, on a moins besoin de profondeur. Avec un nouveau coach et de nouvelles idées, ça pourra largement faire la maille. Encore une fois, c'est une saison transitionnelle. On vise une 8e ou 7e place. Récapitulative donc des départs. Donc je vous affiche un petit peu, je ne vais pas tous vous les énumérer. Ça nous fait 79 millions de ventes. Donc on s'approche des 100 millions demandés. Secrètement, j'espérais au moins 60. Ça a été largement dépassé. Et en termes d'arrivée, on a acheté pour 21,5 millions. Donc tout ça, ça nous fait une balance de 51 millions. On a fait en gros les 50 espérés secrètement. Pour cette fameuse masse salariale qui était dépassée, largement dépassée, on était à 980 000, quelque chose comme ça. Et ben alors, le quota demandé, c'est d'être en dessous les 684 000. Chose réussie puisque nous sommes à 654 862. Donc voilà, on a arrondi à 655 000 si vous voulez. Mais ça c'est fait, on ne sera pas embêté par les gestions financières et autres, pas de sanctions, rien. Donc la balance est positive, que ce soit sur le budget ou sur la masse salariale. Les joueurs locaux dont on parlait, les 8 joueurs au moins demandés, j'ai même pas besoin de vous les afficher, on a une pelletée d'Espagnols qui sont là depuis leur jeunesse. Donc voilà, ça c'est une condition que tous les clubs espagnols arrivent à intégrer assez facilement. Et les extra communautaires, au final, actuellement avec les prêts et les ventes et du coup l'achat de McAllister et Accor Adams, pardon, on se retrouve avec 2 extra communautaires. Ça fait qu'on a encore une place vacante en cas d'opportunité de marché importante. Voilà, on laisse le club dans une situation financière stable, avec un effectif stable, pour jouer des places stables. Le contrat doit être rempli. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très vite, surtout si le concept plaît.